45% de nos élèves sont à la peine en mathématiques. C'est ce qui ressort d'une série d'évaluations menées en parallèle des épreuves bien connues que sont le CEB et le CESS. Alors, faut-il revoir la manière d'enseigner les maths dans nos écoles? Est-ce la conséquence d'années marquées par le Covid avec des cours à distance? Tout le monde peut-il développer la bosse des maths? Et puis, les maths, à quoi ça sert? Bienvenue sur le plateau de Versus. Invité comme chaque semaine aux avis complémentaires, Michel Dubois, bonjour. Vous êtes professeur de mathématiques à Charles-Janssen, une école de la commune d'Ixelles. Mais avant ça, vous avez été ingénieur et on verra avec vous comment vous enseignez les mathématiques à nos jeunes. Corentin Melchior, bonjour. Vous étiez en secondaire au moment du Covid et des cours à distance. Vous avez donné des remédiations, ça a bien fonctionné auprès de vos copains et vous êtes aujourd'hui actif au CEF, le comité des élèves francophones, une organisation reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Annie-Clause, bonjour, vous êtes la responsable du secteur mathématique au CEGEC, l'enseignement catholique. Et puis, parce que la question est aussi politique, Delphine Chabert, bonjour. Bonjour. Vous êtes parlementaire à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous siégez dans la commission de l'enseignement obligatoire. Et puis, la ministre de l'enseignement est de votre parti, le Parti socialiste. La première question est pour vous, Michel Dubois. Comment est-ce qu'on enseigne les mathématiques aujourd'hui par rapport à votre époque, je dirais, est-ce que les jeunes qui sont dans vos classes sont prêts à faire des études, par exemple, d'ingénieur comme vous les avez faites, ou bien un peu moins, un peu mieux, que sais-je? Alors, j'espère d'abord qu'ils ne vont pas tous faire ingénieur, parce qu'on a besoin de diversité dans l'enseignement, dans les élèves qui vont sortir et ce qu'ils vont réaliser comme parcours par après. Mais ce que je pense, c'est que la façon d'enseigner les maths aujourd'hui est probablement différente de la manière dont ça a été enseigné quand moi j'avais leur âge. Les éléments qui ont changé, c'est l'apparition de l'informatique. De mon temps, l'informatique, ça n'existait pas vraiment. Aujourd'hui, ça fait partie du monde. On devait aller dans une bibliothèque pour chercher une documentation. Aujourd'hui, on tape sur son smartphone, on a l'information. L'autre chose, je pense que les jeunes aujourd'hui sont beaucoup plus dans l'immédiateté que ce que nous, on a pu connaître. Alors, c'est pas bien ou pas bien, c'est un fait. Il faut l'intégrer dans sa façon d'enseigner. Et donc, je pense qu'au travers de l'enseignement qu'on leur donne, il faut leur donner le sens dont ils ont besoin pour pouvoir accrochés aux mathématiques. S'ils ne trouvent pas de sens, je comprends qu'ils ne vont pas être intéressés de développer des mathématiques et d'aller vers des carrières scientifiques dans lesquelles il manque énormément de jeunes aujourd'hui. Corentin Melchior, ce besoin de sens, vous l'avez senti, vous, quand vous étiez vous-même en secondaire, quand vous donniez des explications à vos copains qui, eux, étaient à la peine? Oui, moi je pense qu'on est un peu une génération du pourquoi, on cherche du sens partout. Et c'est vrai qu'en mathématiques, c'est parfois plus compliqué de le relier à la vie quotidienne que dans d'autres branches, le français, la géographie, l'histoire. Et je pense que c'est aussi plus marqué pour des élèves issus de milieux socio-économiques plus faibles qui savent très bien qu'il va y avoir des barrières dans leur parcours et donc qui cherchent aussi l'utilité des apprentissages. Et donc ce sens est encore plus marqué. Et effectivement, lors des remédiations, j'ai eu beaucoup de questions du pourquoi, pas du comment. Et donc, rattacher des exemples, quand nous-mêmes on est élèves, c'est assez compliqué, effectivement. Cette question de à quoi ça va me servir, elle revient dans vos classes, Michel Dubois? Elle revient très très souvent, et je pense que l'expérience professionnelle que j'ai eue auparavant m'aide à peut-être pouvoir donner plus de sens. Mais vous dites quoi quand un adolescent vous dit mais ça me servira à quoi de savoir faire une équation? Prenons un exemple, plutôt les vecteurs. Les vecteurs, c'est de la géométrie. Les élèves n'aiment pas en général. Quand vous dites que c'est sur leur smartphone, que quand ils jouent sur les jeux vidéo, c'est des vecteurs qui sont derrière, ils sont au surpris. Et ils se rendent compte que dans l'utilité de tous les jours des jeux, ils se rendent compte que les vecteurs s'y trouvent et on les a accrochés avec des choses comme ça. Et puis ils me demandent, ils challenge, ils me demandent où sont les vecteurs et on peut expliquer. Annie-Clause, cette notion de donner du sens, d'utilité, elle n'est pas assez présente dans les programmes, dans les consignes qu'on donne aux enseignants aujourd'hui. Il y a moyen de faire plus, on peut s'inspirer de ce qui se fait à l'étranger peut-être? Il y a toujours moyen de faire plus, mais c'est vrai que la question du sens est une question qui est très complexe parce que les mathématiques, comme on disait tout à l'heure, elles sont finalement partout, mais invisibles. Et notre mission à nous, en tant que prof de maths, c'est de les rendre visibles. Comment ? Comme on vient de le dire, en créant des ponts avec d'autres disciplines, en montrant comment l'objet mathématique peut être utilisé en sciences, en économie et ailleurs.
Mais je dirais qu'il y a également d'autres pistes. Il y a une piste qui me tient également fort à cœur, c'est la dimension historique. Je crois qu'une manière de redonner du sens aussi aux mathématiques, c'est d'essayer de montrer à nos élèves que derrière les mathématiques, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a une histoire, il y a un contexte, il y a des questions qui ont motivé l'apparition de certains concepts. Et j'aimerais vraiment ajouter également que quand on apprend des mathématiques, bien sûr que l'on apprend à dériver, on apprend à résoudre des équations, etc. Mais au travers de cet apprentissage, on apprend également à développer des compétences cognitives que demain, notre jeune aura besoin pour être actif dans la société, pour mener à bien son métier. Donc, il ne faut pas oublier que les mathématiques, mais comme le français, les langues, etc., ce sont des disciplines au travers lesquelles tout jeune va apprendre à développer, par exemple, à raisonner, à lire et à interpréter des informations, à argumenter des choses dont il a besoin demain. Mais est-ce qu'on le fait assez dans nos écoles? Est-ce qu'aujourd'hui, dans nos écoles, on apprend aux jeunes que les mathématiques, finalement, ça peut servir, et est-ce qu'on va les chercher, je sais pas, dans le cours d'histoire, vous le disiez, de géographie? Oui, non, est-ce qu'on le fait? Est-ce que vous remarquez ça? Et puis, question aussi pour vous, Monsieur Dubois, est-ce que les jeunes profs, parce que finalement, pour vous, c'est une vocation assez récente, hein, donc c'est pas vous faire injure de dire que vous êtes un jeune prof, ça fait quelques années, est-ce qu'on vous accompagne dans l'évaluation de votre manière d'enseigner? Alors, dans l'évaluation, mais venant du privé, j'ai peut-être une opinion sur l'évaluation qui est différente, parce que je l'ai vécu dans le privé, mais je pense qu'il y a une entraide entre les profs, que je vois dans l'école dans laquelle je travaille, une entente entre les professeurs qui fait que l'expérience venant du milieu privé, associée à l'expérience de professeurs qui sont en place depuis des années, quand on met ces deux choses-là ensemble, je pense que ça a une valeur qui est extrêmement importante pour une école, tant pour le prof qui est jeune, je dirais, dans la profession, que pour le prof qui est plus expérimenté dans la profession, qui peut prendre des exemples pratiques dans son propre cours. Delphine Chabert, c'est quelque chose qui revient souvent quand on parle d'enseignement. Hein. Alors là, M. Dubois nous dit, dans mon école, on se parle entre collègues, on s'aide, mais on sait que ce n'est pas toujours le cas, l'évaluation des enseignants. On doit faire plus, on doit être plus proactif sur cette question pour que le prof de maths, en l'occurrence, c'est le sujet d'aujourd'hui, ne soit pas isolé tout le temps face à sa classe, entre guillemets. Il y a tout un accompagnement des enseignants qui doit être fait, des jeunes enseignants qui arrivent dans le métier, et on voit qu'on a beaucoup de décrochage les 3 premières années d'enseignants qui lâchent le métier, ce qui amplifie la pénurie. Ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est justement de soutenir des enseignants de deuxième carrière, exactement comme Michel, qui ont eu une expérience et qui enrichit aussi cette manière de pouvoir faire sens dans les cours qu'on donne. J'étais très, très intéressée par ce que disait Corentin quand il disait aussi cette question du sens et de l'utilité qui, en effet, est déterminant dans les capacités d'apprentissage, la motivation, l'intérêt de l'élève. Et aussi, tu pointais le fait que les enfants qui sont issus des milieux précaires sont plus en difficulté. Et en fait, l'enquête sur laquelle vous vous basez montre bien les inégalités en fait, qu'il y a par rapport notamment à l'enseignement et aux résultats en maths. Alors, cette enquête ne fait que confirmer des résultats d'enquêtes internationales comme les fameuses enquêtes PISA, où on voit qu'on est très mauvais précisément sur ce critère-là des inégalités. Ça veut dire que le moyen, vous l'avez dit, il n'est pas très bon en général, mais surtout les écarts entre les très très bons et les moins bons est trop trop grand. Et cet écart est directement corrélé avec l'origine socio-économique des élèves, et c'est ça qui ne va pas. Et donc, on est face à ce défi-là, et c'est tout l'enjeu du pacte pour un enseignement d'excellence qui va revoir un tronc commun polytechnique où justement, par rapport à l'enseignement des maths et des sciences, cette manière d'aborder les choses différemment avec des nouveaux référentiels, des nouveaux profils d'enseignants devrait faire en sorte qu'on puisse faire remonter ce résultat qui, en effet, n'est pas fameux, qui n'est pas une grande surprise, mais qui n'est pas fameux. Juste sur une chose que disait M. Dubois, l'évaluation des enseignants. Ok, accompagner, c'est bien, les évaluer. Il y a lieu, là, quand on voit qu'il y a un jeune sur 2 qui est en difficulté, voire en échec en mathématiques, on peut aussi considérer que c'est que quelque chose ne va pas dans la manière dont on donne cours. Alors, évaluer, je pense qu'aujourd'hui, c'est soutenir, accompagner les enseignants. Il y a une vraie demande des jeunes enseignants qui arrivent dans le métier de pouvoir avoir des entretiens de suivi, de pouvoir avoir du mentorat. Pourquoi pas d'être accompagné par une équipe. Il y a une demande de plus de collectif. Hein. C'est vrai que les enseignants, il fut un temps, aimaient être seuls, un peu seuls dans leur classe, dans leur pédagogie. Maintenant, il y a une demande d'avoir une approche plus collective, plus de mentorat, plus d'accompagnement. Et je pense que c'est intéressant de voir l'évaluation comme un accompagnement qui permet de renforcer ses compétences et de se sentir mieux plutôt que d'une sanction, parce qu'on n'est pas du tout là pour sanctionner les enseignants. Alors, il y a des gens qui ont la bosse des maths, on est d'accord là-dessus, il y a des gens qui sont plus doués que d'autres, oui.
Est-ce qu'on peut dire alors qu'il y en a qui sont moins doués et voilà, c'est quelque chose qu'on entend de temps en temps. Hein. Les maths, c'est pas pour moi. C'est vrai ça. Si on accepte que certains sont vraiment doués, on peut accepter aussi que d'autres aient moins d'aptitude, plus de faiblesse entre guillemets. Monsieur. Alors, je vais être nuancé, mais je dirais, je ne connais pas d'élèves qui sont nuls en maths. Il y a beaucoup d'élèves qui disent je suis nul en maths, ce n'est pas vrai. On peut être moins fort dans une partie des mathématiques, d'accord, mais dans les maths dans l'ensemble, je pense qu'il y a des endroits où on s'en sort quand même pas mal. Et je vois beaucoup d'élèves, quand je leur donne ce truc-là, ils ont l'air de dire « Ah mais finalement, dans cette matière-là, ça semble mieux fonctionner que dans d'autres. Donc, t'es pas nul en maths. » Il y en a qui préfèrent, il y en a qui aiment moins, et ça, c'est le choix de chacun. Ce que moi, j'essaye de faire, c'est ceux qui aiment les maths, c'est d'essayer de les pousser pour qu'ils puissent aborder, s'ils veulent le choisir plus tard, une carrière plutôt scientifique, parce que partout dans le monde, il manque des scientifiques. Et donc les maths, c'est un outil pour y arriver. Corentin Melchior, vous l'avez vu ça, avec des copains qui parlaient peut-être même plus librement qu'un prof, et vous avez dû en remotiver certains. Racontez-nous un peu ça. Alors, oui, c'est vrai que la question, effectivement, il y a des élèves qui ont plus de facilité que d'autres, ça c'est sûr. Peut-être pas dans toutes les mathématiques, mais dans certains domaines, certains chapitres en particulier. Maintenant, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Effectivement, c'est sûr que nous, ce qui a été mis en place, c'était un système de tutorat entre les élèves. Et donc, forcément, ça a aidé aussi à revaloriser certains ça joue une grande part, la confiance en soi et l'estime en soi par rapport à la matière. Et donc, c'est savoir dire, OK, maintenant, il y a peut-être 5-10 élèves sur toutes les rétos, sur toutes les cinquièmes, qui a vraiment, on va dire, cette base et maths, en tout cas, qui arrive très bien. Et maintenant, c'est pouvoir redynamiser le groupe et faire en sorte que tout ça, tous les élèves soient portés vers le haut. Et donc, oui, il y a beaucoup d'élèves, mais le premier travail à faire, c'est dire non, tu n'es pas nul, peut-être que moi j'irai mieux que toi, mais c'est pas grave, on va se remettre sur un pied d'égalité. Et c'est ça aussi l'avantage de donner du tutorat, de la remédiation de la part des élèves et non pas des professeurs, c'est qu'il y a une liberté de parole et le jeune ose dire pour pas être jugé. Quand ils disent pas, toi, tu es catégorie d'élèves plus faibles ou plus forts, c'est dire, OK, moi, il y a ça que je comprends, il y a tel point très précis, et pour être très critique. C'est ça que les élèves apprécient dans la remédiation. Vous m'aviez dit, quand on préparait l'émission aussi, que beaucoup d'élèves venaient en remédiation avec un manque de base. Et donc, quoi, ça indique quoi? Que finalement, on a un peu traîné dans les apprentissages à cause du Covid. En tout cas, votre expérience, ils sont arrivés au moment où il fallait connaître et il leur manquait quoi? Mais pour moi, effectivement, une des spécificités des mathématiques par rapport à la géographie ou à l'histoire, pour prendre l'exemple, c'est qu'il y a besoin de bases qui sont posées les années précédentes. Il y a un chapitre qu'on ne comprend pas en histoire, on peut se rattraper sur un autre, ça ne pose pas de difficulté. Mais on se rend compte, et en tout cas en donnant remédiation, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'élèves qui perdent des confiances parce que malgré qu'ils travaillent énormément en chapitre, ils n'y arrivaient pas à cause de ce chapitre-là, mais à cause d'antécédents d'il y a 3-4 ans. Et le problème, c'est que le Covid a eu cet effet-là. Et pour être plus précis, j'ai réalisé une petite enquête auprès de ma classe. L'échantillon n'est que de 30 élèves, mais sur l'auto-évaluation des élèves par rapport à l'apprentissage. Donc, à quel point ils pensaient maîtriser la matière. Et ce qui est assez frappant, c'est qu'il y a deux choses qui sont sorties. C'est que je leur demandais de s'attribuer une note sur 10, que la plupart des élèves déjà se sous-évaluaient par rapport à leurs compétences réelles. Donc ça pointe de nouveau le manque de confiance et le fait de pouvoir tenter, ou un sentiment parfois de nullité, même qui s'en dégage, et la perte de cette note finalement au fur et à mesure que les semaines passaient. Les élèves sont donnés une moyenne de 6,6 sur 10 avant le Covid, et après 12 semaines de confinement, 3,6 sur 10. Donc on a quand même une chute qui est monumentale et qui effectivement va jouer et servira de base pour les années d'après pour ceux qui étaient en 4e, 5e. Mais alors est-ce que c'est pas aussi qu'on a un exemple ici d'une classe dans une école, mais ça montre bien qu'à un moment donné, voilà, on laisse les jeunes décrocher. Est-ce qu'on est suffisamment derrière eux? Est-ce qu'on ne devrait pas, je sais pas moi, plus évaluer, mieux évaluer, Madame Loos là-dessus? Et puis Delphine Chabert qui a envie de répondre. Oui. La question de l'évaluation, évidemment, est une question qui est très sensible, très sensible, mais très présente. C'est une préoccupation chez les enseignants. Moi, Parce que si les jeunes se rendent compte au moment de l'examen qu'ils sont en retard dans leur matière, c'est que quelque chose avant n'a pas été. Je crois que de plus en plus, on s'ouvre à ce que l'on appelle une évaluation pour apprendre, une évaluation qui est au service des apprentissages. C'est-à-dire, certes, il y a des moments où je dois évaluer pour mesurer les acquis, mais dans le parcours d'apprentissage, je vais évaluer pour recueillir de l'information et pour réguler mes pratiques si je suis enseignante, si je suis élève, pour réguler mes stratégies d'apprentissage. Donc l'évaluation au service de l'apprentissage, ce que l'on appelle plus communément parfois l'évaluation formative, mais bon, on y met parfois beaucoup de choses derrière évaluation formative, mais qui doit se faire très rapidement pour essayer de prendre conscience de là où le jeune en est par rapport à sa compréhension de ce que je viens de lui expliquer.
Delphine Chabert là-dessus. Oui, je voulais réagir parce que je le disais, cette année, on démarre un nouveau tronc commun avec des nouveaux référentiels où on renforce l'apprentissage des savoirs de base, dont les maths, bien entendu. Et on démarre aussi un nouveau dispositif qui va précisément aider à répondre à votre question, c'est l'accompagnement personnalisé. Ce sont des périodes en plus qui vont permettre de dédoubler les enseignants, donc parfois d'être 2 dans la même classe, pour qu'un des 2 enseignants puisse accompagner les élèves tout de suite au moment où on détecte, soit lui l'exprime par une auto-évaluation, soit l'enseignant se rend compte que là, il commence un petit peu à décrocher ou il exprime une petite difficulté. Et cet accompagnement personnalisé au tout début du moment où on se rend compte des difficultés va permettre d'éviter justement d'avoir des enfants qui décrochent, d'avoir des élèves qui s'écrasent dans des enseignements et puis qui abandonnent. Donc c'est ce double dispositif d'un nouveau tronc commun, de nouveaux référentiels où on renforce l'apprentissage des savoirs de base, dont les maths, et l'accompagnement personnalisé devrait progressivement aider à la fois les enseignants et les élèves à progresser dans ces apprentissages. Est-ce que les maths ne sont pas encore un peu trop souvent vues comme, je dirais, le cours à pète, hein? Alors, on ne parle pas que du supérieur, hein, mais on sait que souvent les cours à chiffres dans les sections littéraires ont cette image-là. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi à retravailler sur l'image même des mathématiques dans le secondaire, dans le primaire? Monsieur Dubois là-dessus, et puis Annie Clause, qui travaille dans un pouvoir organisateur. Alors il y a certainement des choses à faire. Moi, ce qui me frappe en mathématiques, et on parlait des acquis de base, il y a que 2 ans que je suis enseignant, et ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup d'élèves, et les remédiations peuvent aider, qui sont impressionnés dès qu'ils voient une fraction ou quand on met un signe moins devant un chiffre. Et je pense que si on arrive à déjà régler ces 2 choses-là, il y a beaucoup de choses où des élèves vont faire des progrès, mais gigantesques. Donc c'est pas grand-chose en soi, mais il faut faire des exercices, il faut de la remédiation, et c'est ce qu'on essaye de faire dans l'école. On s'est aperçu, moi j'ai donné cet élément-là aux profs de maths, et on s'est dit, on va aider nos élèves là-dedans, on va essayer en début d'année de les aider sur ce plan-là. C'est pas beaucoup de choses à faire, mais il faut le faire. Et donc, ça, c'est quelque chose qui permet d'entamer les autres matières de façon beaucoup plus aisée pour les élèves qui viennent en 4, 5, 6. Annie Clause, c'est faisable ce que nous demande M. Dubois de mettre en place finalement cette dédiabolisation des maths, quelque part. Bien sûr, moi je crois que dans l'enseignement de maths, ce qui est peut-être important, c'est d'essayer d'expliciter au maximum. Parce que quand on enseigne les mathématiques, quand on est au cours de mathématiques, on utilise un tas de symboles, tout le langage formel, on a parlé des équations, etc. On utilise un langage très spécifique. Le langage formel, mais on utilise aussi, on a parlé un petit peu vous avez évoqué quelques difficultés de nos élèves au cours de mathématiques. Bien sûr, il y a la maîtrise de la langue, mais ce problème de la maîtrise de la langue est un problème qui est très complexe, parce qu'au cours de mathématiques, on va utiliser des modes de vocabulaire bien spécifiques aux mathématiques. Je ne crois pas que vous utilisiez le mot bisectrice, par exemple, au déjeuner. C'est du vocabulaire spécifique. Il y a par contre des mots de vocabulaire que vous utilisez dans la vie de tous les jours, mais une fois que vous arrivez au cours de mathématiques, ils prennent un sens complètement différent. Je parle de facteur, vous imaginez cette personne qui vient déposer le courrier. En mathématiques, un facteur, ce n'est pas cette personne. Et puis ensuite, et c'est une difficulté, mais c'est une difficulté qui est importante en mathématiques, c'est l'articulation de tous les langages. Je parle avec des mots, mais en mathématiques, je communique aussi à partir de graphiques, avec des symboles, et l'élève est confronté à tout cela. Donc, expliciter, en tout cas, ces différents langages, mettre des mots sur, vous avez parlé du signe moins, le signe moins, voilà, très rapidement, en première secondaire, l'élève il va être confronté au signe moins qui n'est plus uniquement le signe d'une opération. Ça peut représenter un nombre négatif, mais ça aussi peut représenter l'opposé de. Ça peut également, si je le mets en exposant, l'inverse de. Voilà, très rapidement, les élèves sont confrontés à des objets mathématiques qui avaient un sens en humanité, dans le fond fondamental, et très vite, en première humanité, divers sens, plusieurs sens, se côtoient en première seconde. Corentin Melchior qui demandait la parole. Et puis, on entendra Delphine Chabert sur cette question des langues, parce qu'à Bruxelles, ça a une importance aussi. On est une ville internationale. Mais Corentin Melchior qui demandait la parole. Je voulais rebondir sur le fait de dédiaboliser, finalement, démystifier un petit peu les mathématiques. C'est vrai qu'il y a 2 choses qui marchaient plutôt bien, en tout cas de ce qu'on a pu tester en remédiation par les pairs. C'était notamment de revenir sur les bases. Et vous le disiez, on avait fait finalement une sorte de lexique. Et c'est assez, ça donne confiance en réalité aux élèves. C'est des bases sur lesquelles ils peuvent se reposer et aller piocher dedans. Et donc, c'est pas rien de dire, OK, on va complexifier les opérations, mais
il y a un lexique, c'est comme dans toutes les langues ou comme dans toutes les matières, qui me permet de pouvoir décanter les choses. Et deuxièmement, pour moi, c'est aussi pouvoir avoir un dialogue construit avec le professeur. Apprendre par exemple 1 heure en début d'année ou 1 heure avant le chapitre pour dire ok, voilà maintenant quels sont les objectifs à atteindre, pour reprendre un petit peu le lien avec la réalité quotidienne et pouvoir dire on peut débattre, est-ce que les élèves ne sont pas d'accord, est-ce que pas d'office qu'on va modifier le programme, mais en tout cas que les élèves puissent exprimer leur avis, exprimer leur inquiétude, et c'est ça qui va permettre d'enlever ce petit côté démystifié, pouvoir prendre part au débat. Delphine Chabert, la question est finalement aussi dans la réponse de ce que nous dit le jeune homme. Cette question Corentin. des langues, ça complexifie encore peut-être plus pour certains. Dans une ville, on le rappelle, on est sur un média bruxellois qui est international et où tout le monde ne parle pas à la maison le langage de l'école, encore moins celui d'un cours comme les maths. Oui, tout à fait. Mais donc ça a été très très bien dit par Corentin. Il y a tout un travail qui est fait par rapport à cet apprentissage-là. On est en grosse réflexion aussi sur la question du multilinguisme dans l'enseignement. À Bruxelles, c'est quand même très très fort. Mais donc oui, ça fait partie entièrement des défis qui sont là, oui, tout à fait. Allez, on a échangé sur beaucoup de sujets. Je vais vous proposer de partager une dernière réflexion. Vous avez le temps d'un jingle pour la préparer. Comment mieux apprendre les maths? Comment éviter, je le répète, qu'un jeune sur 2 pratiquement soit en échec en mathématiques en secondaire? C'est un problème. Quelle doit être la priorité? Annie-Clause, là-dessus, à quoi on va s'attacher au CEGEC pour les gens qui nous regardent et qui ont des enfants dans l'enseignement libre? Au CEGEC, on s'attache et on donne beaucoup d'importance à l'accompagnement, on en a parlé tout à l'heure, à l'accompagnement d'un professeur, débutant ou non, ou l'accompagnement d'une équipe de professeurs. Donc moi, je me dis aujourd'hui que ce qui est important, c'est que lorsque les profs quittent leur classe pour une journée pédagogique, pour une formation ou bien pour un accompagnement, c'est l'occasion pour eux de questionner leurs croyances, leurs pratiques pédagogiques, identifier celles qui sont porteuses, de celles qui le sont moins, les raisons pour lesquelles elles le sont moins, et à partir de là, alors faire mieux, je ne dirais pas faire mieux, mais faire autrement, dans la perspective à un moment donné, de faire autrement, lorsque je me rends compte que la manière dont je fais ne correspond pas aux besoins des élèves. Corentin Melchior, qu'est-ce qui doit être changé par rapport à ce que vous avez vu, vous qui étiez peut-être le plus récemment d'entre nous à l'école, à part M. Dubois et lui professionnellement? Pour moi, je pense qu'un des points qu'on peut améliorer, qu'on peut mettre en place, j'en ai déjà parlé, mais c'est la remédiation, par les pairs avec l'aide des professeurs, qui est une véritable alliance. Et ça se met dans plein de facteurs, plein de choses différentes, pour expliquer le cours, savoir dire à l'élève qui va donner remédiation, savoir dire ok, il y a tel point, faire attention, moi je peux faire ça, mais toi tu peux peut-être insister sur un autre élément. Et donc c'est une alliance prof-élève et une remédiation pour tous, pour ne pas discriminer ceux qui y vont. Delphine Chabert, ce sera quoi votre priorité en matière d'enseignement? Pourquoi pas des mathématiques au Mais Parlement? donc je vais compléter ce qui vient d'être dit. En fait, je vous parlerai de nouveau du tronc commun polytechnique. C'est rendre possible aux élèves la possibilité de faire des maths, mais pas que dans le cours de maths, dans d'autres types d'activités, plus pratiques, plus par l'expérience, plus par le faire, plus par l'interaction avec les autres. Donc je crois que cette approche polytechnique, notamment sur des savoirs dits abstraits qui peuvent faire peur, est quelque chose d'intéressant, avec l'accompagnement personnalisé des élèves au tout début de leurs difficultés. Déjà, ces 2 choses-là, je pense, vont permettre d'améliorer les choses. Quoi la priorité pour l'apprentissage des mathématiques? Alors, je vais rebondir directement là-dessus parce que c'est vraiment en ligne. C'est continuer à donner du sens au maximum avec une approche polytechnique. Je pense que ça va aider. Et 2, avec tout ce qui est remédiation, redonner confiance dans la capacité des gens d'apprendre les maths. Moi, je suis convaincu qu'il n'y a pas d'élèves nuls en maths. Il y a des difficultés dans certains trucs. Et je pense que je vais continuer à m'atteler à cela. Alors, en 10 secondes, vous nous confirmez que les jeunes ne sont pas moins bien formés aux mathématiques aujourd'hui qu'il y a quelques années. Les innovations en matière d'enseignement, vous les trouvez positives, vous? Moi, je les trouve positives et je pense qu'il y a une demande de modification de certaines choses, mais ils ne sont pas moins bons qu'avant. Merci à tous les 4 d'être venus échanger sur cette question. La semaine prochaine, on se retrouvera pour un autre thème avec d'autres invités et de nouveau beaucoup de questions.